Allez, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une technologie un peu invisible, mais qui pourtant façonne presque toute notre vie numérique. C'est elle qui, dans l'ombre, décide de ce qu'on va écouter, de ce qu'on va regarder et même de ce qu'on va acheter en ligne. Bon, on va commencer par un truc que tout le monde connaît, j'en suis sûre. Cette fameuse playlist découverte de la semaine sur Spotify. Celle qui a l'air de lire dans nos pensées. Mais comment c'est possible ça? Alors non, évidemment, ce n'est pas de la magie, c'est quelque chose de bien plus puissant. Et en fait, cette technologie, elle est absolument partout. Pensez-y, c'est elle qui va choisir le prochain film sur Netflix, qui va pousser la vidéo suivante sur YouTube, ou les produits qu'Amazon nous suggère. Et bien sûr, elle est au cœur de tous les réseaux sociaux à organiser nos fils d'actualité pour nous montrer ce qui est censé être le plus pertinent pour nous. En gros, notre monde numérique, il est de plus en plus fait sur mesure. Ok, alors, entrons dans le vif du sujet. Comment ça marche concrètement? Eh bien, la toute première étape, le premier défi, c'est de réussir à traduire des concepts très humains, je sais pas moi, le goût musical, le genre d'un film, dans une langue que l'ordinateur peut piger. Et cette langue, c'est celle des chiffres. Et pour faire ça, il y a eu une sacrée évolution. Avant, on avait une méthode qu'on appelait le one-hot encoding. Imaginez un dictionnaire géant, mais super maladroit, où chaque mot est une île déserte, sans aucun lien avec les autres. Pas très efficace comme on peut l'imaginer. Et puis est arrivée la nouvelle méthode, les embeddings. On peut aussi appeler ça des plongements lexicaux. Et là, c'est beaucoup plus malin. Ça ne crée pas une simple liste, non, ça dessine une sorte de carte géographique du sens, où les choses qui se ressemblent, eh bien, elles sont placées les unes à côté des autres. Et voilà à quoi ça ressemble, une de ces cartes. C'est juste fascinant, non? Regardez un peu, on voit des groupes qui se forment tout seuls, de façon complètement naturelle. Par ici, on a les noms de pays, tous bien regroupés. Là, ce sont les mois de l'année. C'est incroyable de se dire que l'IA a appris toute seule les relations entre ces mots juste en les positionnant dans cet espace. Ok, mais comment l'IA fait pour se repérer sur cette carte? Comment elle mesure la distance? Elle utilise un outil mathématique qui s'appelle la similarité cosinus. Alors pas de panique, pour faire très simple, c'est comme si elle mesurait l'angle entre deux points sur la carte. Plus l'angle est petit, plus les deux points sont proches en termes de sens. C'est grâce à ça qu'elle comprend, par exemple, que le mot roi est sémantiquement très proche du mot reine. Bon, avoir une super carte, c'est génial, mais ça ne suffit pas. Il y a un piège. Il faut s'assurer que l'IA est en train d'apprendre pour de vrai et pas juste de mémoriser bêtement les données qu'on lui a données. Heureusement, il existe une petite astuce pour la forcer à devenir plus intelligente et à développer une compréhension bien plus solide. Et cette astuce, elle s'appelle le dropout. Regardez bien la différence entre les deux images. À gauche, un réseau de neurones classique où tout est connecté, et à droite, un réseau qui utilise le dropout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant qu'il apprend, on va littéralement éteindre au hasard certaines de ses connexions. C'est un peu contre-intuitif, hein? C'est comme créer un chaos organisé pour l'empêcher de devenir paresseux et de se reposer sur un seul chemin pour trouver la réponse. Du coup, cette technique, elle force le réseau à être beaucoup plus résistant, plus résilient. C'est un peu comme s'il ne pouvait pas compter sur un seul super neurone qui ferait tout le boulot. Non, il est obligé de trouver plusieurs manières, plusieurs chemins pour arriver à la bonne réponse. Et ça, au final, ça le rend bien plus flexible et surtout bien plus performant quand on lui présente des choses qu'il n'a jamais vues. Ok, on a nos cartes de sens, on a une méthode d'entraînement intelligente. Maintenant, il est temps de tout assembler. Voyons comment toutes ces pièces du puzzle s'emboîtent pour créer un vrai moteur de recommandation. Alors, pour faire ça, il y a principalement deux grandes approches. La première, c'est ce qu'on appelle la recommandation basée sur le contenu. C'est assez simple. Une personne a aimé un film de science-fiction, hop, le système lui en propose un autre. Ça se base sur les caractéristiques des produits eux-mêmes. Et la deuxième approche, c'est le filtrage collaboratif. Là, c'est plus social. Le système va chercher des gens qui ont les mêmes goûts et il va ensuite recommander les choses que ces jumeaux de goût ont aimées. C'est la fameuse phrase « les personnes qui ont aimé ceci ont aussi aimé cela ». Et pour voir un exemple concret, regardons un peu sous le capot de YouTube. C'est une machine énorme. Le système analyse absolument tout. L'historique de visionnage, les recherches, même des infos comme la géographie. Tout ça est mouliné pour créer ce qu'on appelle un vecteur utilisateur. C'est en quelque sorte la signature numérique des goûts d'une personne. Et après, eh bien le système part à la chasse au vecteur vidéo qui ressemble le plus à cette signature. Et bim, la prochaine vidéo est recommandée. C'est vrai que toute cette technologie est absolument fascinante. Mais il y a un mais. Elle n'est pas sans conséquences. Il est donc super important de regarder aussi l'autre côté de la médaille, les aspects un peu plus sombres de cette personnalisation à outrance. La promesse, c'est vrai, elle est belle.
Un monde numérique entièrement façonné pour nous, pour nos goûts. Mais ça nous amène à une question toute simple, mais essentielle. Quel est le vrai prix à payer pour ce confort sur mesure? Parce que oui, les coûts cachés, ils sont bien réels. D'abord, ces algorithmes peuvent prendre les biais qui existent déjà dans notre société et les amplifier. Par exemple, en montrant des offres d'emploi différentes à des hommes et à des femmes. Ensuite, il y a le risque de nous enfermer dans ce qu'on appelle des bulles de filtre, où l'on ne voit plus jamais d'opinions différentes des nôtres. Ils peuvent aussi finir par promouvoir les contenus les plus extrêmes, tout simplement parce que ce sont ceux qui font le plus réagir. Et enfin, ils peuvent même exploiter nos faiblesses pour nous rendre accros. Cette citation, elle résume très bien le problème. Optimisé pour l'engagement, promeut du contenu qui provoque de fortes réactions émotionnelles et transforme les utilisateurs normaux en haters. C'est assez percutant. En gros, si le seul et unique but d'un algorithme, c'est de nous faire réagir, de nous faire cliquer, de nous faire commenter, il va très vite apprendre que la colère ou l'indignation, ça marche du tonnerre. Et les conséquences sur le débat public, eh bien, on peut facilement les imaginer. Et ça nous laisse avec une dernière question. Une question un peu vertigineuse. Si l'algorithme finit par connaître nos désirs, nos peurs, nos faiblesses, peut-être même mieux que nous-mêmes, et qu'il se sert de tout ça pour nous pousser du contenu parfaitement calibré pour nous faire réagir, qui est vraiment en train de choisir? Est-ce qu'on est encore vraiment aux commandes? C'est peut-être ça tout le dilemme de ce nouveau monde numérique.